Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Très heureux de vous retrouver. Merci car vous avez été très nombreux à nous suivre lorsque nous avons reçu pour vous la semaine passée le président de l'Ordre national des architectes que je nomme Brunel Joseph Lekigi Bale Kananga, qui a parlé de l'importance de la gestion de l'espace vie lorsqu'on est en train de modéliser, de planifier un projet architectural, la construction d'un édifice, de toute œuvre architecturale, il faut penser à la fonctionnalité de l'espace vie. Ce soir, nous resterons encore dans le domaine de la construction. Est-ce que nous construisons de manière efficiente? Est-ce que nous définissons nos dépenses comme il faut? Est-ce que cet édifice ou l'autre a été fait selon les normes? Et pour en parler, nous avons retenu le thème de ce soir, économie de la construction. Et je reçois sur ce plateau deux experts avec qui nous allons échanger. Je commence avec mon extrême droit. Là, je salue Patrick Lumpini, qui est CEO de JNP Facility Energy, que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Je vais de l'autre côté aussi saluer Jonas Mbengi, ingénieur en économie de la construction. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous de Paris, vous habitez en France. Oui, tout à fait. Comment Kinshasa? Comment vous trouvez Kinshasa? Les questions, c'est pour vous deux. Toujours la même chaleur, la même, comment dirais-je, on est toujours bien reçu à Kinshasa. Donc, c'est toujours un plaisir quand je foule les pieds de ce beau pays. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Voilà. Jonas, Kinshasa. Alors, moi, Un Parisien à Kinshasa. C'est ça. Mais je suis né à Kinshasa. Ok. Je suis né à Kinshasa. Après, je suis parti en Angola, très jeune. Et ensuite, je suis parti en France pour faire mes études. Et c'est là où je vis. En revenant de Paris, bon, j'ai une vision de grande ville. Hein. C'est vraiment, au bout de 22 ans d'absence dans cette ville, et j'ai eu un petit choc. Ok, là c'est votre cœur qui part. Exactement, j'ai eu un petit choc. Patrick, il a l'habitude de venir à Kinshasa, donc il a une autre façon de voir. Tout à fait. Mais voilà, j'ai eu un choc dans le sens où j'ai vu un manque d'organisation, entre guillemets. C'est tout à fait normal, c'est votre observation. Ouais. Hein. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse... déjà, je me présente auprès de mon peuple, parce que même si je suis français, je suis de cœur congolais. On comprend, Zaïrois. Je suis né Zaïrois. On comprend. Tu peux le dire, je suis de cœur congolais. Tu peux le dire. Et j'aime ces pays. J'aime vraiment ce pays. Et ce n'est pas parce que notre maison est sale qu'on n'aime pas cette maison. Ça, c'est bien dit. Voilà. Ta maison reste ta maison. Peu importe l'état de ta mère, c'est toujours ta mère. Ouais. Jonas Mbengi, ingénieur en économie de la construction. Oui. Nous constatons, ça et là, en RDC à Kinshasa, des constructions. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que nous devons comprendre par économie de la construction? Alors, économie de la construction, c'est la maîtrise des étapes de construction, de l'idée d'un client ou d'un État jusqu'à la remise des clés. Je vous explique. Je vous ai fait une ligne sur ce métier. Je rentre dans le détail. Quand on a une idée, on va voir un programmiste. Un programmiste met sur papier cette idée. Avec ça, ensuite, on va voir les clients. Donc, d'abord, il va voir un économiste de la construction. Hein. Un économiste, c'est la personne qui gère toutes les phases de construction pour que la construction, à son terme, soit bien faite. Et donc, on va voir un économiste qui rédige les programmes, ce qu'on appelle un programme,
Et ces programmes, avec ces programmes-là, on va voir des architectes qui vont dessiner. Ils vont dessiner, après on retourne voir notre client, que ce soit l'État ou un particulier. Voilà ce que ça donne. La personne va valider, ou il va me faire modifier. Donc on fait modifier le projet. Après, avec ces projets modifiés, on fige les plans. Donc on dessine un peu plus en détail. On fige les plans, on met un prix. Voilà. On retourne voir les propriétaires. Donc c'est ce qu'on appelle un maître d'ouvrage. Ok. Maître d'ouvrage, c'est celui qui sort l'argent de construction. Ça peut être un État, comme vous, comme Patrick, pour payer son... Voilà. Et donc, les architectes font partie d'une autre équipe. C'est l'équipe des maîtres d'œuvre. Ok. Voilà. Le maître d'ouvrage a besoin d'un maître d'œuvre, des spécialistes, des ingénieurs en structure, des ingénieurs en acoustique, des ingénieurs en thermique, etc. Et une fois qu'on a notre cahier des charges figé, on a le prix, le client est d'accord ou pas, et s'il n'est pas d'accord, il dit « Oh non, non, là vous dépassez mon budget que j'avais prévu, il faut descendre. » Oh, ok, dans ce cas, vous n'aurez plus des fenêtres de double vitrage, vous aurez des fenêtres de simple vitrage. Ok. Vous n'aurez plus les fenêtres en forme de cœur, vous aurez des fenêtres en forme de rectangle. Voilà, donc on lui met des standards pour entrer dans son prix. Voilà. Une fois qu'il a validé ça, on est tous d'accord sur la forme de sa maison, comment elle sera, de quelle couleur ça sera, etc. etc. On consulte des entreprises. Voilà. On consulte les entreprises, et après c'est là que vous voyez des grues qui sortent des terres. Voilà. Et on construit, on sait que notre bâtiment va tenir puisqu'on a vu les ingénieurs, etc., etc. Et à la fin, on leur rend les clés. Je reviens maintenant sur la partie architecte. Je vais zoomer là-dessus. Allez-y. Dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, on a des ingénieurs structure, des ingénieurs thermiques, acoustiques et d'autres spécialistes. Dans la phase maîtrise d'œuvre, on a 5 phases. On a la phase esquisse, c'est-à-dire, voilà, la phase esquisse, c'est-à-dire que l'idée arrive, le programme arrive, fait par un économiste de la construction qui est assistant au maître d'ouvrage, économiste de la construction. Le maître d'ouvrage ne sait pas faire. Il est considéré comme non sachant. Puisqu'il a besoin des spécialistes pour que sa maison puisse être construite et ça soit solide. Et donc il me demande, moi, l'assistant maîtrise d'ouvrage, pour gérer son projet, puisque je sais faire. Et donc, la phase esquisse, on dessine. C'est vraiment un dessin. Des fois, on a même des dessins en main levée. Hein. Tout à fait. On a des dessins d'architectes qui sont faits en main levée. Et avec ça, on discute. Voilà. Une fois qu'on a validé cette phase esquisse, on passe en phase, ce qu'on appelle la phase APS, avant projet sommaire. On commence à monter des plans. Des plans grossièrement sommaires, avant projet sommaire. Des plans grossièrement sommaires. On va le montrer. Un peu comme des plans de masse, à peu près. Tout à fait. On va voir notre client, voilà ce que ça donne. Il valide. Et ensuite, on passe, une fois que c'est validé, on passe en phase projet. On passe à phase projet. Excusez-moi, j'ai loupé une phase. C'est la phase APD. Tout à fait. Voilà. Donc avant, projet détaillé. D'accord. Là maintenant, je veux savoir si ma lampe va être là. Ou de l'autre côté. Ou de l'autre côté. Très bien. L'interrupteur, il faut que je sache si l'interrupteur va être là. Parce que après, on va faire des prix. Si la lampe elle est ailleurs, et quand moi je vais tirer des tableaux jusqu'à ma lampe, le câble est plus long que prévu, ça coûtera plus cher. Donc il faut vraiment calculer tout ça de sorte que, et les tableaux, si c'était là, on essaie de le rapprocher tout en respectant les normes. Tout à fait. Voilà. Et donc on a notre détail. En général, la phase APD dure très longtemps. C'est une phase assez lourde, parce qu'on rentre dans les détails, quoi.
on n'est pas d'accord, les clients, oh non, moi je voyais plutôt là l'ouverture de la chambre de ma fille, non, non, il faut que ça soit plutôt de ce côté-là. Voilà, donc c'est un échange assez musclé. Une fois que c'est figé, ça, on passe à phase projet. La phase projet, c'est vraiment la prise en compte des modifications de la phase APD. Et après, on passe à la phase DCE. DCE, dossier des consultations des entreprises. Je consulte Patrick. OK. Voilà. Donc GNP là, Facility. voilà, là, je consulte le constructeur. Voilà. Voilà, donc je le mets en concurrence. Après, je ne sais pas quelle est les normes ici. Je les mets en concurrence, de sorte que je prenne le meilleur qui rentre dans mon budget. Le moins 10 ans. Sans t'interrompre, je vous ai suivi religieusement avec les téléspectateurs. Oui. Je pense même qu'il y a certains architectes chez eux qui se tordent un peu dans leur chaise. Parce que maintenant, on voudrait savoir ta place. Ici, par exemple, en RDC, à Kinshasa, par exemple, avec l'Ordre national des architectes, vous avez souvent deux camps. Vous avez celui qui reçoit le client, c'est l'architecte. L'architecte propose au maître d'ouvrage, c'est comme ça qu'on l'appelle le client, voici ma vision de la construction de l'édifice. Maintenant, je veux savoir, entre l'architecte et le constructeur, où devons-nous placer l'ingénieur en économie de construction? Au milieu. Au C'est milieu. lui qui est l'intermédiaire entre maître d'ouvrage et l'architecte. Par Maître exemple, ici en d'ouvrage- RDC, c'est l'architecte qui fait d'office l'ingénieur. Non, mais justement, Parce que c'est lui qui calcule, c'est lui qui... Non, non, il ne faut pas mélanger. Bon, après, je ne sais pas, les normes, Mais c'est ça qui se fait les ici. normes internationales, c'est comme ça. Mhm. Un maître d'œuvre, l'équipe de maîtres d'œuvre est composée d'architectes, des ingénieurs, structure au béton, d'un OPC, c'est une personne qui suit le planning. Je vais vous dire, hein, un projet est bien mené que si on suit 3 étapes. OK. C'est-à-dire, ces trois étapes sont liées. Je vous explique. On a le planning, donc les délais. On a le prix. Après, on a la qualité. D'accord? En général, les 2 premiers sont très politiques. Hein. Ça grince les dents. Si un projet est en retard, forcément derrière, ça va coûter cher. Il y a un coup Vous voyez? Et puis, la qualité. Cette qualité, c'est pas pour critiquer ce qui se construit dans mon pays, je le trouve pas vraiment. OK. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dans la gestion de projets, il y a une étape qui a été oubliée. J'ai l'impression que l'APD n'est pas très respecté. APDC, Avant projet détaillé. avant projet détaillé. Voilà. Il n'est Mais tout pas ça, les respecté. architectes le font ici. Donc, ce n'est pas leur tâche. Ce n'est pas leur rôle. Sur le plan scientifique, sur le plan formation, ça veut dire, pour avoir la capacité de pouvoir faire ce que tu fais, donc tu dois avoir appris, donc suivi un cursus, une formation en ingénieur de l'économie. Économie de la construction. Tout à fait. L'architecte, il est meneur de l'équipe de maîtrise d'œuvre parce qu'il a plus de parts. Il a fait les dessins, donc c'est lui qui mène en fait. Voilà. C'est lui qui mène toute l'équipe. Dans son équipe, je mets aussi un contrôleur technique. Il va faire le plan. Moi, je vais voir un ingénieur. Enfin, il a ses ingénieurs qui vont dire le bâtiment tient. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est son ingénieur. Donc, j'ai mon bureau de contrôle technique qui va me dire ah non, son ingénieur, il dit n'importe quoi. Oh là, si pour que je puisse valider ce qu'il dit, qu'il me le prouve. Les notes des calculs. Voilà. Et ça existe dans toutes les tâches. Okay. L'électricité. La peinture, et ce type de peinture, les peintures qu'on met à l'extérieur, ce n'est pas la peinture qu'on met à l'intérieur. Le sol, etc. Voilà. Tout ça, il faut que ça soit respecté. Si ce n'est pas respecté, on nous vendra, à nous, Africains, n'importe quel produit, on va accepter. On va dire que c'est beau, mais en détail. Vous savez, on dit, le diable se cache dans les détails. OK. Quand on voit en gros, ah, c'est beau. Mais une fois qu'on est installé, ah, il a oublié de faire ça. Hein. Ah, mais pourquoi il a mis ça là?
Alors que si on avait parlé des détails, on ne ferait pas ces genres de remarques. Donc, l'ingénieur en économie de la construction suit tous ces détails-là. Tout à fait. L'ingénieur de l'économie de la construction, c'est une personne qui maîtrise le projet des zéros à la fin. En fait, c'est la personne qui peut prendre un projet qu'un État a négocié avec un autre État de construction, je reste toujours dans la construction. Un projet, un État qui a négocié avec un autre État, il le lit, après il fait ses remarques sur ce projet. Non, ce type de matériaux, non. Pour notre pays, non, on ne l'accepte pas. Ce type de forme, non. On a notre culture, il faut que ce soit de ces formes-là. Comment s'est positionné face au vent où on risque d'avoir, s'il y a un vent fort, le bâtiment qui tombe ou qui fissure. C'est dans ce type de sol, il faut faire attention, il ne faut pas mettre n'importe quelle fondation. Voilà. Les fondations, donc, je ne vais pas vous embêter avec... sinon, on va faire une émission de 3 heures. Hein, tout à fait. Avec tous les détails. Voilà, c'est ça en fait, c'est une construction. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous Jonas Mbengi, ingénieur en économie de la construction. Il vient de Paris, France. Vous avez aussi avec nous sur ce plateau Patrick Lumpini, CEO JNP Facility Energy. Nous parlons ce soir de l'économie de la construction, comment une construction doit être efficiente et efficace, comment maîtriser sa construction et quels sont les participants, les acteurs qui entrent dans la mise en œuvre d'un projet de construction. Et là, aujourd'hui, nous apprenons qu'il faut aussi penser à l'ingénieur en économie de la construction. Nous passons à Patrick Lumpini. Patrick Lumpini, est-ce que pour construire, parce que toi tu es dans les détails, hein, toi tu vas dans les canalisations, tu vas dans la tuyauterie, la plomberie, tu vas dans tous ces détails, est-ce qu'il est important qu'un projet de construction puisse suivre des normes? Par exemple, à la vôtre, ici, je vous le dis sérieusement, c'est pour la première fois que j'entends qu'on me parle d'un ingénieur de la construction. Et lorsqu'on est en train de parler, carrément, je le confonds avec un architecte, par exemple. Effectivement, comme disait Jonas, bon, on va dire qu'en Europe, on travaille de cette façon. Je pense qu'aujourd'hui, donc, l'ingénieur économiste en construction est vraiment, on va dire, primordial. Pourquoi primordial? Parce que lorsqu'on on va dans les détails, ces détails en fait vont respecter en fait tous les lots qui sont derrière. Okay. La climatisation, l'électricité, la plomberie. Donc si ces détails ne sont pas respectés, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on arrivera à un moment sur le lot élect, par exemple, si on ne rentre pas dans ces détails-là, comme il disait tout à l'heure. Donc moi, lorsque je vais recevoir en fait tous les plans, d'accord, et que je dois exécuter, et qu'on me dira, bah, écoute, le plan, je dois mettre la prise là, je dois tirer la lampe là, et bien si tout ça, finalement, n'a pas été vraiment mis au détail, moi, je me baserai en fait sur les plans que l'architecte, si on enlève en fait la part de et donc s'il y a toutes ces erreurs-là, donc moi, je vais appliquer tout bêtement, donc je vais dire que, même si je sais que c'est un peu bête de tirer, par exemple, pas peut-être bête, mais si par exemple on sait qu'on a une armoire électrique qui est à X mètres, d'accord, ok, et que je dois aller, allez, un autre exemple, je pars de l'armoire électrique, je tire mon câble jusqu'à, par exemple, dans la chambre, et que j'arrive dans la chambre, et que je dois mettre ma prise, par exemple, on va dire, à 20 ou 15 cm du sol. Donc, si ces détails-là n'ont pas été bien faits, et si, par exemple, j'arrive et que la prise, il faut la mettre à 50 cm, ben, je peux la mettre bêtement à 50 cm, parce qu'il faudrait que j'applique, en fait, les plans qui m'ont été donnés. Mais, si on passe par la phase d'un ingénieur qui va rentrer dans ces détails-là, ben derrière nous, ça nous facilite déjà. On sait que voilà, tout a été calculé en amont, tout a été déjà négocié, parce que gérer cette phase-là aussi, ça gère aussi le portefeuille du client. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment pour dire que voilà, c'est vraiment une phase importante qui n'est peut-être pas respectée ici en Afrique, il faut dire, et que voilà, Jonas voudrait vraiment apporter cette phase qui manque un peu à l'étape. Aujourd'hui, en Afrique, c'est l'architecte qui fait tout de A à Z. Mais sauf que deux fois, on voit souvent les dégâts qui se passent. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de différents défauts de construction qu'il y a dans certains pays d'Afrique où on construit, la maison, au bout de 6 mois, la maison elle tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge
de capacité en termes de fondation, il faut respecter le chaînage, voilà, il y a plein de paramètres. Si tout ça, c'est pas respecté, alors que s'il y avait un économiste, lui, il a étudié pour vraiment contrôler ça, pour dire non, 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 votre fondation, il faut descendre peut-être à 60 cm, peut-être non, vu qu'il y a la structure du sol, fait qu'on est peut-être dans un milieu marécageux, ou voilà, donc descendez un peu plus profond pour solidifier la fondation et que ça tienne. Voilà un peu tout. Maintenant, à vous deux la question. Oui. Les rênes de la construction, qui les tient alors? C'est l'architecte ou l'ingénieur en économie de la construction? C'est la personne qui paye. Voilà. La personne qui paye, c'est le client. Et le client, il ne le sait pas faire. Ouais. Il met l'ingénieur de la construction devant pour qu'il puisse suivre. Donc, c'est l'ingénieur de la construction qui gère. Donc, pour le compte du client. Donc, c'est le client qui va chercher un économiste, un ingénieur en économie de la construction. Tout à fait. Donc, je vais vous dire aussi autre chose. Mon métier, en France, on est très rare. En France, je gagne très bien ma vie. Je peux rester en France, vivre, fumer des cigares et fréquenter du bon monde. Mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère venir là. Et donc, je travaille, pour vous faire un peu mon CV, je travaille pour la ville de Clichy. C'est une ville à Paris. Dans cette ville, je gère 138 bâtiments. 138 bâtiments en entretien. Et je suis en train de construire en ce moment une piscine pour le JO 2024 dans cette ville. Je suis en train de construire, de réhabiliter une église, construire une crèche et démolir certains bâtiments pour construire des logements. Bon. Et c'est un budget de 128 millions d'euros. Et donc, pour que ces projets puissent être bien suivis, le maire, c'est une personne, c'est un peu comme le gouverneur en fait, le maire. Okay. C'est une personne qui est en tête de la ville, qui gère tous les autres services. La partie politique ne m'intéresse pas, je ne fais pas de la politique. Moi, je reste vraiment dans la technique. C'est plutôt dans la technique. On a le maire, on a le cabinet, en dessous, on a les services côté politique, et puis on a les services côté technique. On descend, on a la direction des bâtiments, la direction de la voirie, la direction de la propreté. On descend, je zoome sur la direction des bâtiments parce que c'est mon domaine. Je descends sur la direction des bâtiments. Dans la direction des bâtiments, j'ai des ingénieurs territoriaux. Dans les ingénieurs territoriaux, on a les économistes des constructions, ingénieurs formés économistes de la construction, mais dès lors qu'on travaille pour l'État, on devient un ingénieur territorial. C'est un titre que l'État met sur les personnes de haute qualification qui travaillent pour eux. Ok. Voilà. Et une fois que... Et là, on a les ingénieurs. Après, on a nos techniciens, les gens qui vont vérifier ce que les autres... Nous sommes en train d'avancer. Je vous ai dit, ça risque de rester longtemps. Tout à fait. Allez-y, j'en prie. Voilà, je ne vais pas vous obstruer dans vos discussions, mais je suis en train de voir ce que vous êtes en train de dire. Nos États africains, souvent, la plupart, même le nôtre, font souvent appel à des projets de construction venant de l'étranger. Par exemple, vous faites appel aux Chinois, vous faites appel aux Indo-Pakistanais pour leur donner des projets, des marchés de construction, par exemple, en Afrique. Maintenant, ma question est celle-ci. L'ingénieur en économie de la construction, quel est son bénéfice, par exemple, pour notre État, pour les États africains? Parce que l'État africain, lui, gagne, il voit qu'il sera aidé, par exemple, par un contrat avec des sociétés chinoises pour construire les routes, les ponts, ainsi de suite, des bâtiments. Mais comment rendre cela fonctionnel, viable par rapport au bien fondé de nous, par exemple, Africains, de nous, Congolais, lorsqu'on a un ingénieur en économie du bâtiment, et l'économie de la construction, voilà. Alors, j'ai eu la chance ou la malchance de tomber sur un projet qui était préparé pour un pays africain. Et dans ces projets, j'ai été estomaqué, très étonné, parce qu'ils nous vendent un projet, je ne critique pas les Chinois, ils savent faire quand ils sont très sérieux. Dans ces projets, il manquait plusieurs phases dans la construction. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on construise en phase APS, avant projet sommaire. Ils veulent qu'on construise sommairement. Il manque toutes ces étapes derrière, qui fait qu'un bâtiment est meilleur et solide pour des années, pour 50 ans, pour 100 ans. Et coûte peut-être moins cher. Qui coûte moins cher. Voilà.
Il suffit juste qu'on fasse attention aux matériaux, qu'on fasse attention à la mise en œuvre, à nos détails de plans. Il ne faut pas comprendre, ah ben c'est beau, ah, tiens, tu construis, et en construisant, ah ben tiens, ouais, ben, ça sera comme ça, et 3 ans plus tard, on a des fissures, on a des infiltrations, on a de... Voilà. Patrick Lumpini, les détails d'un plan de construction. Souvent, tu es associé dans les projets de construction. Bien sûr. Est-ce que les détails, savoir ce bâtiment, quel est son plan de construction, quelle est la place dans la qualité du travail à fournir? Bien sûr, c'est vraiment d'une importance capitale. Lorsque moi j'interviens sur la partie exé, donc si je prends par exemple dans le domaine, on va prendre un bâtiment recevant du public qui est construit. Donc moi, quand je vais recevoir ces plans-là, dans mes différents lots, si par exemple je prends le lot ELEC, on va commencer par le lot ELEC. Si je prends le lot ELEC, il faudrait que... Électricité. Électricité. Voilà, on dit l'eau, voilà, l'eau ELEC, l'eau clim, l'eau plomberie, et puis voilà, on a l'eau chauffage aussi. Mais bon, en Afrique, on n'a pas besoin de chauffer. Voilà. Donc, lorsque on prend le lot ELEC, dans le lot ELEC, si c'est un bâtiment, un grand bâtiment recevant du public, un ERP, ce détail en fait que dit Jonas est très important. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais sur mes plans, il faudrait que je sache, par exemple, le poste acheté. D'accord? Le poste acheté, où en fait, tout l'arrivée, on va dire, de la SNEL arrivera. Derrière, dans ce poste acheté qu'on va construire, il y aura forcément un poste de transformation. Donc ce poste de transformation, d'accord, on va ramener du 20 000 et de là sortira du 400 volts pour pouvoir alimenter en fait tout le bâtiment. Mais derrière, il faudrait que je sache quel est le local où il y aura ce poste acheté, d'accord? Je vais encore rentrer un peu plus dans les... Excusez-moi. Ouais. Acheter pour dire haute tension. Haute tension. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, quand on va construire ce bâtiment, donc ça, c'est des locales vraiment, mais d'une importance capitale. Donc, si dans les plans, on ne sait pas que dans tel endroit, dans tel étage ou dans tel étage où il y aura le poste acheté, si je ne le sais pas, ça va être très très compliqué. Parce que quand le poste de transformation arrivera, si c'est dans un petit local, ça va être très très compliqué. Il faut prévoir que ce poste acheté, il faut qu'on puisse mettre en fait tous nos armoires de distribution après derrière dans la partie TGBT. Donc voilà un peu pour dire que vraiment cette phase de détail est vraiment importante. Et je reviens encore sur autre chose, sur les plans par exemple de la climatisation. Donc lorsque on va décider par exemple de mettre de la climatisation, vu que JNP est là pour faire de la climatisation, on va dire moderne, avec le respect des normes, des fluides frigorigènes qui respectent les normes, et surtout de la clim centralisée, parce qu'il faut aussi qu'on arrête de mettre des monospites un peu partout qui polluent nos façades de bâtiments. Donc il faudrait à la limite qu'aujourd'hui, voilà, qu'on mette en place de la clim centralisée. Et donc, par exemple, une clim centralisée, donc il faudrait qu'on sache où est-ce qu'on va mettre tout ça. Mais déjà, pour avoir une clim centralisée, oui, il faut prévoir... des voies qui permettent... C'est ça, donc il faut... Voilà, donc c'est pour ça que tous ces détails sont d'une importance capitale. Donc la clim centralisée, il faut mettre ça dans un coin, dans un endroit bien spécifique pour que, voilà, on puisse aérer, qu'on puisse de cet endroit-là venir alimenter en fait tout le reste du bâtiment, donc que ce soit carrément un local technique. Donc tout ça, tous ces points-là, s'ils ne sont pas respectés, pareil, en plomberie encore. Donc sur le lot plomberie, mais c'est pareil, c'est d'une importance capitale. Lorsque l'architecte va concevoir, va dessiner ses plans, si derrière il ne pense pas au cheminement des réseaux d'évacuation, voilà, donc tout ça, Jonas est là pour dire, tiens, il faut peut-être le mettre de ce côté-là pour que, si on le met de ce côté-là, on sait que si ça descend on va dire d'un côté B, on sait que de ce côté B-là, on a tous les toilettes. Il faudra peut-être, si on a mis les toilettes de l'autre à droite, Jonas dira non. Dans ce bâtiment-là, il faudrait peut-être alimenter tous les toilettes et tout ce qui va être toilettes, cuisine, parce qu'il y a forcément d'évacuation. Il faut le mettre dans un coin là comme ça pour éviter que les tuyaux aillent d'un côté. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment d'une importance capitale. Voilà. Le plan détaillé, donc les plans APD, les plans détaillés. Dans ces plans, on a le plan électricité. Bien sûr. L'électricien sait comment il fait pour passer son câble d'un point A à un tableau point B
à l'arrivée. Voilà. Donc c'est déjà prévu. C'est déjà C'est prévu. prévu dans Mettrez, les détails. mettrez. Et la section, l'électricien. on a la section, voilà, donc sur ce plan détaillé qui dit, donc on aura, donc chaque prise est détaillée. Tout à On fait. sait, voilà, donc Donc on déjà, sait, on sait même le l'ingénieur en nombre de construction prises. tout à connaît fait. ça. Il connaît ça, tout On à sait fait. même le nombre de prises Le nombre de prises, à voilà. mettre en place. Donc déjà, c'est dans la conception, le projet déjà. Tout à fait, tout à fait. Tout ça, Et ça, c'est mon rôle de le vérifier. Voilà. Veiller à ce que les entreprises aient les éléments pour pouvoir chiffrer, tout à fait. pour pouvoir mener à bien le projet. Je ne sais pas, vous êtes arrivé après les inondations qui ont Oui, eu lieu à on est Kinshasa. arrivé Vous avez vendredi. vu sur, On a vu que ça quand même soit sur YouTube, Oui, sur on a vu, Internet. on a vu. Vous, en tant qu'ingénieur en économie de la construction, lorsque par exemple des villes sont fréquemment inondées, quelle peut être la cause selon vous? Très intéressant celle-là. Quelle peut être la cause? Elle est très Qu'est-ce- intéressante. Par cette exemple, quand question. vous avez des avenues inondées, vous êtes tous congolais, on ne se le cache pas, vous arrivez par exemple vers le rond-point Sosimat, plein d'eau. Il y a certaines banques ici à Kinshasa sur le boulevard qui étaient submergées des eaux. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Vous vous dites, Alors, à première vue, qu'est-ce qui n'a pas marché? bon, Fais la je vais vous genèse. dire, moi, je répète, je suis ingénieur de l'économie de la construction. Coût, suivi de projet, d'accord? Jusqu'à son terme. Bon. Dans la voirie, parce que voirie, assainissement et tout ça, j'ai remarqué, peut-être que j'ai tort, hein, pour l'instant, je n'ai pas vu. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on fait une route, on ne pense pas à l'assainissement. En France, on a les codes pour construire. La route, il faut que ça soit bombé de sorte que l'eau puisse se couler là et l'amener, ensuite descendre dans les réseaux. Ces réseaux se jettent, les eaux pluviales, se jettent dans un réseau transversal qui traverse toute la route, après qui se jette à la fleuve. Dans un centre d'épuration, voilà, centre plus d'épuration. loin. Et donc, du coup, évidemment, il faut que ces réseaux soient bien dimensionnés. Dimensionnés, c'est-à-dire qu'on dit, il pleut tant de fois. Ça, c'est dans les ingénieurs hydrauliques qui les font, tout ça. Et il dit, bon, ben, écoutez, en Afrique, il pleut, je vais dire n'importe quoi, 50 fois par an, avec tant de quantités d'eau par an. Et ces quantités d'eau, comment est-ce que je vais le faire passer dans un tuyau? Un tuyau comme ça? Ah non, ça ne marchera pas. Un tuyau comme ça? Ah, là, on est bien. Tout à fait. Et je rajoute un coefficient. Donc, je sais qu'un tuyau comme ça marchera, mais on ne sait jamais, la nature est très capricieuse. Je vais mettre un tuyau un peu plus grand. Donc, j'ai mis un coefficient de 10-20 dessus, de sorte que s'il y a un imprévu, voilà. Et donc, du coup, l'eau, on ne le voit pas. Il circule en dessous. On passe tous les réseaux en dessous. Et s'il n'y a pas tout ça, on a nos routes, au bout d'un an, au bout de 2 ans, il y a des trous et commence à casser, etc. etc. Voilà ma vision des choses. Je vais rajouter autre chose. Donc, sur ce que Jonas disait, d'une importance encore capitale, je ne pense pas que c'est un défaut, mais c'est juste en fait, nos chers confrères n'ont peut-être pas on leur a peut-être pas appris. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que le réseau d'assainissement est vraiment négligé dans notre continent. On va dire c'est très simple. Lorsqu'on a un projet de construction, d'accord, la première chose qu'on commence déjà, quand on va construire, c'est déjà, on commence déjà par le réseau d'assainissement. On commence déjà à dire, voilà, comment je vais évacuer mes déchets, comment je vais évacuer les eaux usées, comment je vais évacuer les eaux pluviales. Et donc, on commence déjà, moi, quand j'ai construit ma maison, j'ai commencé par l'assainissement. Tout d'abord, j'ai commencé par l'assainissement. Dans mon terrain, il y avait un EP, donc un puisard. Où est-ce que je vais me jeter dans ce puisard-là? Où est-ce que je vais me rejeter? Si dans la ville, il y a déjà un centre d'épuration, il y a déjà un réseau d'évacuation d'eau usée qui est déjà là, tout de suite, voilà. Ça, c'est la base. Ouais, excuse-moi. Ouais. Et après, dans ça, pour compléter juste, Allez-y. on continue, on met ce qu'on appelle un bac à graisse. Parce que nos produits de soins, les gels, les savons, c'est fait avec du gras. Le gras est plus lourd que l'eau. Et donc, on a un bac à graisse qui est à l'entrée de la maison, grossièrement. Tout à fait. Et puis, l'eau, elle monte et s'évacue, on évacue le bon lot. Et après, dès que notre bac à graisse est rempli, on le fait vider par un spécialiste. Voilà. Ça permet d'envoyer de l'eau propre. Et puis, pour l'instant, je n'ai pas vu, j'ai pas vu ici. Tout à fait. Voilà. Donc il faudra, c'est quelque chose qu'il faudra voir plus tard. J'ai plein de projets pour l'Afrique, je ne vais pas les évoquer tout de suite. J'attends que ça mûrit vraiment, après on commencera à en parler.
Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous sur ce plateau Patrick Lumpini, CEO de JNP Facility Energy, ainsi que Jonas Mbengi, ingénieur en économie de la construction. Ce soir, nous parlons de l'importance de l'économie de la construction. Patrick Lumpini, vous qui êtes dans le domaine de la construction, du finissage, énergie, électricité, froid, plomberie, ainsi de suite, souvent en Afrique, on constate que vous pouvez avoir des sociétés étrangères qui vous construisent un bâtiment, par exemple, qui devait être un hôpital, et après on vous dit que ce sont des bureaux administratifs. Entre vous et Zenou, est-ce que la fonctionnalité dédiée à un hôpital, et après on vous dit que ce sont des bureaux administratifs, est-ce qu'il y a une certaine logique ou à la fin il y aura un problème? Bien nécessairement. Sûr. Bien sûr que. Mais souvent ça se fait, on le voit et les gens applaudissent. Hein. Et déjà, on peut pas dire aujourd'hui qu'on construit, on va dire, un hôpital. Donc, quand on construit un hôpital, on applique des règles pour un hôpital. Donc, il faut des couloirs avec une certaine grandeur, parce qu'il faut faire passer les brancards et tout ça. Il faut par exemple des chambres de tel type, voilà, avec des portes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas mélanger les deux. Voilà, on ne peut pas, c'est pas possible. Mais les gens disent que c'est un bâtiment, ça va servir. Non. Il y aura plus de monde. Si l'ascenseur faisait monter un brancard, maintenant là, ça sera plus de monde pour travailler. Non. C'est un bâtiment. Non. Vous êtes-vous de la diaspora, vous refusez tout. Non, c'est pas qu'on refuse tout. Moi, je vais revenir en fait. J'ai été il y a quelque temps à Niamey pour le lancement de JNP Niamey. Et ce que je disais, c'est que nous, la diaspora, on a eu la chance d'immigrer, d'accord, d'étudier, d'accord, de se mettre en conformité, de se mettre on va dire, aux normes. Hein, moi, dans mon domaine, donc, de me mettre aux normes de la climatisation, de l'électricité, de la plomberie, des énergies renouvelables, voilà, tout ça, voilà, j'ai appris. Et on doit, en fait, revenir pour vraiment dire que, voilà, on ne va pas venir faire du chauvisme, non, c'est pas du tout ça. Okay. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, s'il y a un bâtiment qui a été dédié pour faire un hôpital, ben, il faut que ce bâtiment soit là pour un hôpital. Par contre, si ce bâtiment-là, on décide de le changer en bâtiment tertiaire, c'est le mot, hein, voilà, tertiaire, donc bureau, ben, en fait, ok, ben, on a des ingénieurs comme comment dirais-je, comme Jonas. Moi, dans mon domaine de la climatisation, pour en fait faire la transformation de ce bâtiment pour qu'elle soit plus, on va dire... Mais ça va encore coûter plus aux contribuables. Mais ça va coûter plus, mais le problème c'est que, certes, il y a un coût derrière, mais on ne peut pas se permettre de... Hein, je vais intervenir. Ouais. Allez-y, Jonas. Ouais. Un bâtiment dédié à l'hôpital et après devenir un bureau, il y aura par un coût exemple. forcément. Ça ne va pas forcément coûter plus. Pourquoi? Parce qu'on a des ratios. Alors, je vais vous dire un truc. Sans ratio, un ratio, ça veut dire que par un mètre carré, je sais combien ça coûte un bâtiment. Ok. D'accord. Pour une réhabilitation, on a plusieurs types de réhabilitation. Une réhabilitation lourde, une réhabilitation simple et une réhabilitation moyenne. Une réhabilitation lourde, à Paris par exemple, parce qu'on n'a pas le droit à Paris de casser une façade. Il faut les conserver parce que c'est classé. Okay. On maintient les façades, on construit derrière, on lie le bâtiment à la façade existante. Donc c'est une réhabilitation lourde. Et ça coûte 3 500 € le mètre carré. Et encore, 3 500 € le mètre carré. Une réhabilitation pour les bureaux, ça coûte 1 200 €, entre maximum 1 500 € le mètre carré. Environ. Si quelqu'un vient vous dire un bâtiment, je vais dire n'importe quoi, de 10 000 mètres carrés, pas 10 000 mètres carrés, on va dire un bâtiment qui coûte 10 000 mètres carrés, on prend 10 000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés coûte tant, et vous prenez votre calculatrice, ça dépasse, parce que vous avez votre ratio dedans, vous faites votre calcul, et si vous trouvez 3-4 fois le prix, c'est une personne qui essaie de vous arnaquer. Ok.
D'accord? Il y a des ratios à respecter. Donc, on ne peut pas dire qu'un bâtiment coûte plus cher. Si il coûte plus cher, c'est qu'on essaye de nous arnaquer. Okay. Il y a des ratios à respecter qui sont moralement acceptables. Moralement acceptable. Voilà. Donc, un bâtiment, lorsqu'il a été construit, ça doit avoir la finalité de ce qu'on avait construit. Tout à fait. N'est pas changé. Bon, on peut, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de changer. On peut changer un bâtiment, mais derrière, il y aura des règles à respecter, des normes à respecter. Voilà. Parce qu'un hôpital a ses normes. Déjà, si on rentre dans le lot électrique, quand on construit un hôpital, on a ce qu'on appelle comment dirais-je, sur la partie électrique, il faudrait que lorsqu'il y a une coupure, derrière, que ça se maintienne en fait. Donc, on ne peut pas mélanger du genre, voilà. Donc, moi, je pense qu'à un moment, je ne vais pas dire casser ces stéréotypes, mais il faudrait qu'on arrive aussi à un moment à faire de la qualité chez nous, hein, à faire quelque chose, voilà. Donc, un bâtiment qui a été construit pour une église, pour une école, c'est une école. Dans une école, on ne va pas le transformer en bureau, mais on pourra le faire, mais par contre, derrière, il y aura des règles, il y aura des normes à respecter. Voilà. On est en train déjà d'aller à la fin de nos échanges. Ouais. Une question à vous deux sur ce plateau. Nous apprenons, c'est vraiment intéressant nos échanges. En tenant compte de tout ce qu'a dit Jonas, en tenant compte de tout ce que vous avez avancé comme argumentaire, quelle est la bonne approche pour construire? Quelle est la bonne approche pour décider de se lancer dans un projet de construction d'un édifice, que ce soit une route, immeuble, tout ce que vous voulez? Quelle est la bonne approche, Jonas? Comme je l'ai dit tout à l'heure... Parce que c'est vers la fin que les téléspectateurs retiennent. Bien sûr. Parce que vous avez parlé de code. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un client ne sait pas faire. Il est considéré comme non sachant. Ok. Un client peut être un journaliste. Un client peut être le caméraman qui est derrière. Un client peut être un État. Le téléspectateur qui nous suit. Tout à fait, qui décide de construire sa maison. Un client peut être aussi la ville de Kinshasa. Voilà. Et lui, il ne sait pas faire. Il faut qu'il s'entoure d'un économiste de la construction. Il donne la clé à l'économiste. Voilà, je ne sais pas faire, mais je voudrais faire ça, suivez-le. L'économiste de la construction suit le projet de A à Z. Pour qu'à la fin, ses clients puissent dire « Ah, c'est vraiment ce que je voulais, hein. Même les détails, c'est bien fait. » Ces clients, il va me dire « Je veux que ma salle de bain soit belle. Une anecdote d'une amie architecte qui avait marqué dans son cahier des charges une pose horizontale de carrelage. Et l'entreprise, il a fait l'erreur de le mettre en vertical. Moi, je rentre, je fais ça va, Divenant, c'est quand même pas mal. Bon, il s'appelle Divenant. C'est quand même pas mal. Elle m'a dit non, Jonas, je ne suis pas content. Je l'avais demandé en horizontal. Je me suis dit, ça change quoi? Qu'ils refassent tout. Ils ont tout cassé. L'entreprise a tout cassé. Il a tout refait en horizontal. C'était magnifique. C'est la même couleur de carrelage, mais tout de suite, c'était... Le format de pose était... c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles à suivre. Sans règles, on fait n'importe quoi. Nous avons le CEO avec nous, JNP Facility Energy. On ne peut pas vous laisser sans parler du succès de Niamey. On ne peut pas. Donc nous allons manquer à notre code. Parlez-nous, c'était comment? On veut tout savoir. Pour faire un petit historique, JNP Facilities a créé sa première entité au Congo RDC, comme je l'avais dit lors de notre superbe émission. Hein. Tout à fait. C'était vraiment magnifique. Merci. Il y a beaucoup, j'ai beaucoup de commentaires et vraiment je remercie Dieu d'avoir permis cet échange ce jour-là. Merci. Voilà, tout à fait. J'ai décidé de les suivre. Voilà. Donc, grâce à l'émission d'Ata Market, nous avons eu des amis. C'est ça, voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça, c'est bien. Voilà, JNP Kinshasa, après JNP Cameroun et JNP Niamey. Niamey, j'ai été un peu, je ne sais pas si c'est le
le pragmatisme de l'Afrique de l'Ouest, mais j'ai vraiment été séduit. J'ai vraiment été séduit parce que c'est un peuple pragmatique. Je ne veux pas peut-être comparer entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, mais ils sont pragmatiques, ces gens-là. Voilà, donc j'ai présenté, le message est passé, et les gens sont vraiment ont vraiment percuté ce message. Et juste quand j'ai terminé mon colloque, j'ai eu 2 personnes, un Sénégalais et une Malienne, qui sont venus me voir pour me dire, écoutez, nous on est jaloux. Je dis, pourquoi madame, monsieur, pourquoi vous êtes jaloux? Parce qu'on veut la même chose dans notre pays. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà. Donc nous, la diaspora, moi je pense que l'éveil de l'Afrique se passera par la diaspora. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu cette chance, comme je le disais tout à l'heure, d'aller apprendre, de revenir. Voilà. Et moi, j'appelle, je fais un appel. Hein, je fais un appel, là, je regarde droit à la caméra. Je fais un appel à la diaspora. Je fais un appel à tout Africain qui a étudié dans tout domaine que ce soit le domaine le plus bas, le plus milieu, le plus haut. Je demande aujourd'hui, l'Afrique est en construction. Il faut des Africains pour le construire. Il faut des Africains. Il n'est pas normal aujourd'hui en Afrique que nous soyons toujours les derniers. Il n'est pas normal aujourd'hui en Afrique que nous n'ayons pas d'infrastructure. Mon message est peut-être politique, je le sais, mais il faut que l'Afrique change. 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça doit changer. Voilà, donc ça changera par quoi? Par nous tous, qui avons eu cette chance d'apprendre. Voilà. Donc Niamey aujourd'hui, ça a été tellement une réussite que au 1er janvier, en début d'année, nous allons ouvrir notre premier centre technique. Mais moi, j'ai des sérieux problèmes avec les jeunes qui suivent l'émission qu'on a tournée avec vous. Tout à fait. À quand, au banda, quand, la froid, l'électricité, la plomberie, à quand? Qu'est-ce que vous le dites? J'ai le DG de Facility, il est avec moi. JNP Facility, c'est lui qui vous avait promis, il est là. Donc, à quand? Non, en fait, dans le Banabango, dans le Banalingala, Bobangate, donc, dans le Banabango, Nalinga kotia ba base dans Mboka Nangai, Mboka na Botama, mais bon, je pense que tout ce que Dieu permet est bon. Donc, GNP Congo est là, mais moi je suis quelqu'un, je suis croyant. Dieu a voulu que je mette les bases dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais n'oubliez pas que Nasaka Kamwanamboka. Donc je vous demande juste, voilà, je mets les bases à Niamey. Donc j'ouvre le premier centre de formation technique. Pourquoi? Parce qu'on va faire de la qualité à Niamey. Et cette qualité-là, on va le dupliquer, d'accord, au Congo. Et je vous promets que je reviens bientôt. Pourquoi aussi j'ai un peu mis du temps? Il faudra aussi que voilà, qu'on ait de l'aide de nos politiques, de nos investisseurs. Faites confiance en GNP, je l'ai répété, ou sinon je demanderai à Symphorien qui rediffuse encore l'émission de la dernière fois, que le message repasse encore. Voilà. Moi, je un projet dans GNP. On a Congo, mais vous souvenez vraiment que projet en été na Niamey, na Niger, Nimiango, gouvernement à Niger à Tchembongo. Voilà. Et puis pour information, Gabon à très bientôt, Sénégal à très bientôt. Oh, il est congolais, il y a qui a to yamba qui. Mais talaka même projet, car même Mukanda, il y a un qui Niger, image ça. Donc vous parlez de soutenir l'entrepreneuriat congolais, mais faites-le parce que ça ne sert à rien. Tozo Lobaka Awa, mais il peut aider. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes Nigériens qui vont bénéficier. Na lobby na linga la pour comprendre. Donc Patrick Lupini a un projet à danser pour les jeunes na Congo. Mais l'État a facilité qui ma solo, le projet en a été na Niger et boti ma solo. Gabon, Sénégal. S'il vous plaît, soutenez l'entrepreneuriat. Azawa, Bobenga, numéro naïe, bo soutenir, à aider les jeunes et belés. On a des téléphones, les jeunes, on a une formation à plomber. Mais lui, il le fait, il y a un bon côté. Déjà, ça a un bon côté belé. Donc, il y a un bon côté. Voilà, Jonas, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur ce plateau de notre magazine Data Market sur Kin 24 Télévision? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est qu'un début. J'y reviendrai. J'ai pris un visa de 6 mois. 6 mois. J'ai pris un visa de 6 mois.
je ferai beaucoup de va-et-vient parce que revenir. On a besoin de toi. Ce pays me tient à cœur. C'est ton pays? C'est mon pays. Me tient vraiment à cœur. Et ce n'est pas des étrangers qui vont construire notre pays. Non. Et donc, oui, je y reviendrai souvent. Et je suis en train de travailler sur une méthode un peu dans le même esprit que JMP Facility, à savoir trouver un compromis sur la gestion des projets. Voilà, donc trouver un moyen pour que tout le monde puisse avoir accès au conseil d'un spécialiste. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir. Je ne vais pas évoquer plus de détails ici parce que ce n'est pas encore très mûr. Voilà. C'est un projet qui est en cours. Et dès que ça arrivera au bout, je me ferai un plaisir de repasser pour le Un grand merci, un grand merci. J'avais sur mon plateau de Data Market en direct de Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, Patrick Lumpini, CEO JNP Facility Energy. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Et Jonas Mbengi, ingénieur en économie de la construction. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. On non, va se voir même ici, même à Paris. À très bientôt. Merci à la grande équipe de Data Market. Merci à Kin 24 Télévision. Et merci à la grande dame, la chargée de communication. Lumpini Amelia. Lumpini Amelia. Donc, merci. Ouais. C'était quoi encore qu'on avait mangé au restaurant? Je ne sais plus. Ah là là. Savaillant. Oh, c'était magnifique. Voilà. Vraiment, Amélia, merci pour le sabayon. Merci pour le sabayon. Allez à la villa pour manger ça. Donc, le sabayon, je vous dis non, Amélia, fantastique. Voilà. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. La rediffusion demain mardi à 11h juste sur Kin 24 Télévision, et je vous annonce que venez à la 7e édition Trophée Mukendi Mbaye avec le parrainage de son Excellence l'ambassadeur du Canada Nicolas Simard. La 7e édition demain, le 12 novembre 2019. Les portes s'ouvrent à 15h45 pour la mise en place, et déjà vers 16h, juste 16h05, nous décollons avec la bénédiction de son Excellence Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en RDC. Vous aurez des surprises. Il y a certains qui sont sur ce plateau qui sont aussi lauréats. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.